Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie du résumé des 48 lois du pouvoir. Passons sans tarder à la loi 37, jouer sur le visuel. On retient plus facilement ce que l'on voit plutôt que ce qu'on peut entendre ou ressentir par exemple. C'est pour ça qu'en règle générale, en tout cas, les vidéos fonctionnent mieux que les podcasts parce qu'il y a un support visuel et que ça parle plus. Mais le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit réellement et ce qu'il matérialise grâce au pouvoir de l'imagination. C'est au final pour ça qu'un format podcast peut très bien réussir dès lors qu'il est ponctué d'exemples qui parlent aux gens, qui peuvent donc visualiser ce qu'ils entendent. Même quand l'humain ne voit pas effectivement, il va quand même chercher à voir et ça montre toute l'importance de ce qui est visuel. C'est d'ailleurs la même chose pour tout ce qui est figures allégoriques. Il faut quand même se dire qu'on a été jusqu'à chercher des représentations matérielles à des choses qui ne l'étaient pas. Donc ça confirme bien tout ce qu'on a évoqué avant. Mais tout ça pour dire que l'humain se concentre en premier sur ce qu'il voit, donc arrange-toi toujours pour jouer sur le visuel. Si tu vends des produits sur internet, arrange-toi pour que tous aient la même identité visuelle, pour te faire reconnaître. Crée ton propre style vestimentaire pour qu'on te reconnaisse de loin, et enfin, arrose tes discours d'exemples très visuels pour que ton auditoire visualise et retienne tout ce que tu as à lui dire. Loi numéro 38, penser librement, parler sobrement. Alors, si tu es dans un mindset qui est orienté business ou indépendance financière, tu vas très vite comprendre ce que veut dire cette loi et pourquoi elle est importante. Mais ça peut toucher aussi d'autres situations parce que finalement, ce que dit cette loi 38, c'est « pense par toi-même, adopte un point de vue critique sur les choses, construis-toi un avenir qui te convienne, mais ne partage pas ça avec n'importe qui ». En gros, dans une société un peu conformiste, où tout le monde fait et pense pareil, il est bon d'être différent, donc de penser librement. Mais à côté de ça, il faut aussi parler sobrement, c'est-à-dire ne pas tout exprimer en public, parce que quand quelqu'un exprime un point de vue divergent, on va le catégoriser comme un marginal, un complotiste, ou comme quelqu'un qui se pense plus intelligent que les autres. Loi numéro 39, exaspérer l'ennemi. L'idée de cette loi, c'est de dire qu'il est plus efficace de gagner un débat en énervant l'autre qu'en s'énervant soi-même. On vit dans un monde où il y a beaucoup de provocations. Un collègue toxique qui essaie de te mettre en tête que tu es un incapable comparé à lui, un interlocuteur fermé d'esprit qui pense que son opinion est supérieure à la tienne, etc. Le mieux dans ces cas-là, c'est de ne surtout pas s'énerver parce que sinon, c'est lui qui va gagner au sens de cette loi 39. Quand tu te sens provoqué, alors être passif-agressif avec l'autre, lui renvoyer toute sa haine avec des réponses douces mais piquantes, et le regarder perdre son calme, il n'y a rien de plus satisfaisant. Point de vue communication et énergie, il vaut mieux l'avoir à l'usure de cette façon plutôt que le convaincre avec des arguments logiques. Tu sais comme moi que ça ne servirait à rien. Et point de vue social, quelqu'un qui méprise froidement et avec calme sera toujours plus charismatique que quelqu'un qui sort de ses gonds au bout de 2 minutes. Loi numéro 40, n'hésitez pas à payer le prix. Tu connais l'expression, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. On en a déjà parlé dans Influence et Manipulation avec la règle de la réciprocité, mais en gros, quand on fait quelque chose pour toi, qu'on te donne quelque chose, c'est souvent que ton bienfaiteur attend quelque chose en retour. Et souviens-toi, la réciprocité n'implique pas la proportionnalité. Si on te donne 100, tu auras tendance à vouloir rendre 104 ou 105 pour t'acquitter de ta dette, intérêt compris. Donc pour tirer profit de la loi 40, sois tout simplement celui qui donne 100 en premier. Arrose les autres de ta générosité, de ton temps, de ton argent si tu le peux, et ils seront amenés à te rendre des services en retour, et ce de leur plein gré. La générosité est un signe et un aimant de pouvoir parce qu'elle est synonyme d'abondance. Et les gens aiment voir l'abondance chez les autres. Les personnes généreuses donnent et reçoivent beaucoup, et donc elles incarnent cette abondance. Aussi, les personnes généreuses sont louées et admirées, tandis que ça n'est pas le cas des personnes qui sont pingres tant avec leur argent qu'avec leur temps. Loi numéro 41, ne succéder à personne. Cette loi part du principe que le premier arrivé paraît toujours plus éclatant que celui qui prend sa suite. En effet, c'est lui qui donne le ton général et ça peut être compliqué de rivaliser avec lui quand on lui succède. C'est par exemple pour ça que dans une trilogie de films, le volet numéro 3 est souvent moins bien que le volet numéro 2, lui-même moins bien que le premier volet. Et dans le monde professionnel, c'est pareil. Ça peut être difficile de devoir remplacer une personne qui est partie de la société, mais qui était très compétente, ou en tout cas très appréciée de tous les membres de l'équipe.
Pour éviter toute comparaison, et ce, peu importe le contexte, il faut faire ce qu'indique l'intitulé de cette loi, à savoir ne succéder à personne. Si tu dois intervenir après quelqu'un ou quelque chose qui existe déjà, tu dois vraiment imposer ton identité et créer quelque chose de nouveau. Une fois que tu as brisé la trajectoire qui avait été initialement installée, c'est toi qui passeras en position numéro 1, et donc c'est peut-être derrière toi qu'on devra passer un jour. Quand tu fais quelque chose après quelqu'un, tu reçois souvent des remarques du genre « Oh bah il a juste voulu faire comme un tel ». Donc pour éviter ça, sois à l'initiative de tout, sois un précurseur. Loi numéro 42, éliminer l'agitateur. Si tu as déjà travaillé en équipe sur des projets, ou si tu as déjà eu des repas de famille agités, alors tu seras d'accord pour dire que le problème vient bien souvent d'une seule personne, d'un agitateur en particulier. Le truc, c'est que c'est bien souvent impossible de négocier avec cette personne-là. À défaut de pouvoir la raisonner, tu vas tout simplement pouvoir l'exclure du groupe pour retrouver davantage de contrôle sur ce dernier. En excluant le catalyseur, celui qui mène le groupe, il ne sera plus accepté par ce dernier, à condition de le faire avec subtilité parce que sinon, il passera pour un héros et c'est l'effet contraire qui va se produire. En fonction de l'endroit où tu habites et l'établissement que tu as fréquenté, c'est typiquement une situation qu'on retrouve au collège ou au lycée. Dans chaque classe ou presque, il y a toujours un groupe de garçons, disons un peu bruyants. Et si tu remarques bien, c'était toujours le plus bruyant, le meneur du groupe, qui recevait le plus d'heures de colle. De cette façon, c'est le professeur qui reprenait le rôle de dominant et donc qui reprenait l'ascendant sur le reste des étudiants. Loi numéro 43, parler au cœur et aux esprits. Ça n'est pas faute de l'avoir dit des dizaines de fois sur cette chaîne, l'humain fonctionne avec ses émotions bien plus qu'avec sa raison. Cette loi numéro 43 te le rappelle en t'expliquant que si tu veux convaincre quelqu'un de quelque chose, il te faudra parler à son cœur et à son esprit. Oublie les discours factuels et les arguments logiques et adresse-toi aux émotions de la personne que tu as en face de toi. Pour ce faire, tu devras composer selon les personnalités de chacun. Quelqu'un qui aime l'argent, tu devras lui faire miroiter des gains futurs. Quelqu'un qui aime la fame, tu devras le motiver en lui disant que ce qu'il fait est vraiment super, par exemple. Et mieux comprendre comment fonctionnent les autres, c'est exactement ce qu'on essaie de faire sur cette chaîne, même si le but, ça n'est absolument pas de manipuler qui que ce soit. Loi numéro 44, singer l'ennemi. Singer l'ennemi, ça veut dire que tu vas devoir faire en sorte de lui ressembler pour mieux le séduire. Un peu comme l'histoire de Narcisse dans la mythologie grecque qui va tomber amoureux de son propre reflet. Parce que finalement, on aime ce qui nous ressemble. Tu vas pouvoir faire ça en utilisant ce que Chris Voss, dans son livre Ne coupez jamais la poire en deux, appelait des miroirs. C'est-à-dire que tu vas lui renvoyer son reflet en parlant comme lui, en te tenant comme lui, et pourquoi pas en parlant des mêmes sujets. Robert Greene, lui, va un peu plus loin en disant qu'en fait, quand on se regarde dans le miroir, c'est là qu'on s'aperçoit de toutes ces petites imperfections. Donc, si tu renvoies à ton interlocuteur son propre reflet, tu vas aussi pouvoir le déstabiliser. Il va se dire « Merde, j'ai l'impression qu'il essaye d'agir comme moi, mais c'est vraiment ça l'image que je renvoie ?» Pour reprendre l'exemple d'Ivan le Terrible, son histoire est simple. Il dirigeait une Russie dans laquelle les boyards, c'est-à-dire des nobles, avaient beaucoup d'influence. Il désapprouvait Ivan et s'amusait régulièrement à l'humilier et à se moquer de lui. Il voulait redonner de la grandeur à la Russie, anéantir ses ennemis, mais il n'était pas davantage validé pour autant. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire mine d'abdiquer et faire tsar à sa place l'un de ses généraux. Le problème, c'est que Siméon, de son prénom, était né Tartare. Donc le nommer tsar était clairement une insulte à la Russie, d'autant qu'il n'était doté d'aucun charisme et que dans la pratique, il n'était que le fantoche d'Ivan. En effet, c'est lui qui continuait à diriger, mais ce qu'il a voulu renvoyer au peuple, ce n'est rien d'autre que le reflet de ce qu'il disait vouloir. Vous vouliez tourner au ridicule votre tsar? Eh bien, en voilà un ridicule. Vous vouliez que le tsar n'ait aucun pouvoir, même si ça risque d'amener au chaos total? Voilà, je vous le donne. Vous vouliez manquer de respect au tsar? Voilà, je vous donne une bonne raison de le faire. Tout ça a conduit les boyards à supplier son retour, et ce au nom de tout le peuple russe. Au bout de 2 ans, Ivan remonte sur le trône avec tout le respect et la puissance que doivent inspirer le statut de tsar. Loi numéro 45, appeler au changement, pas à la révolution. Une révolution, c'est quand on change plusieurs éléments d'une société simultanément, tandis qu'un changement, c'est plus doux, c'est une chose à la fois. Sur le papier, une révolution, c'est vendeur. On change tout d'un coup, on refonde tout le système pour en faire quelque chose de meilleur, pour en quelque sorte faire table rase du passé et repartir de zéro. Sauf qu'en pratique, les humains sont des êtres d'habitude, ils n'aiment pas les changements parce que ça les fait sortir de leur zone de confort. Alors imagine si tu leur parles d'une révolution.
Donc la technique, c'est de proposer des changements révolutionnaires en les présentant comme une légère amélioration du passé. Comme ça, les contestataires ne verront même pas le truc venir. Une fois que ce sera fait, ils se plaindront, ils diront que c'était mieux avant, mais ce sera déjà trop tard parce que le changement aura été instauré subtilement. Nous sommes en 1920 et le jeune Mao Zedong veut répandre l'idéologie communiste en Chine. Le truc, c'est que tout joue contre lui. La Chine est surtout rurale, donc les opprimés qu'il veut défendre et donc qu'il faut convaincre, ce sont les paysans. Mais de tout temps et en n'importe quel lieu, la paysannerie est une classe plutôt conservatrice et le communisme à l'époque c'est un truc nouveau dont on ne sait pas trop ce que ça va donner. En plus, l'une des valeurs du communisme, c'est le lien social entre camarades, entre gens d'une même classe, donc des personnes issues d'une même idéologie qui se battent contre un ennemi commun. Sauf qu'en Chine, l'une des valeurs les plus importantes à l'époque, c'est la famille, pas ça. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire passer le communisme pour moins révolutionnaire qu'il ne l'est, en le justifiant par des vieux récits, des vieux livres de guerre et des vieux romans très connus en Chine, dans lesquels il est question d'esprit de groupe ou de défendre l'opprimé. Il va un peu les réinterpréter à sa sauce, mais dans tous les cas, c'était une façon de dire au peuple « Vous voyez, j'ai pas réinventé la roue. Tout ça a toujours fait partie de notre culture. Il suffit de le mettre en place d'un point de vue politique, et ça va le faire, ça va fonctionner. » Il a réussi à faire passer la pilule en douceur, et le fait est que ça a marché, dans la mesure où la Chine est encore communiste aujourd'hui. Loi numéro 46, ne soyez pas trop parfait. Le fait est qu'on aime ce qui est comme nous. De nombreuses statistiques ont démontré qu'on côtoyait des personnes qui parlent comme nous, pensent comme nous, et qui ont le même niveau d'études et le même niveau de revenus que nous, par exemple. On aime ce qui nous ressemble, dans le sens où on n'aime pas les personnes qu'on juge moins bien, parce qu'on ne les comprend pas, qu'on les méprise, ou qu'ils nous renvoient la mauvaise image qu'on a de nous-mêmes. A l'inverse, on n'aime pas non plus les personnes qu'on estime supérieures, ou en tout cas plus avancées que nous. Soit parce qu'elles peuvent paraître impressionnantes, soit parce qu'on les jalouse un peu. Au fond, on peut vite se sentir complexé face à quelqu'un qui est en pleine forme physiquement, qui gère soigneusement ses finances et qui file le parfait amour avec sa chérie. Aussi, cette personne ne pourra jamais comprendre vos petits problèmes du quotidien puisqu'elle est bien plus avancée. Par curiosité, j'ai tapé sur internet « personnages de films les plus appréciés ». Et je suis tombé sur des top 20 qui mentionnaient Tyler Durden de Fight Club, Forrest Gump du film éponyme, ou encore Hannibal Lecter du Silence des agneaux. Donc en définitive, des personnages imparfaits. En résumé, laisse toujours apparaître un défaut. Vouloir être trop parfait, c'est contre-productif, car tu ne vas attirer que le rejet. Le tout, c'est de ne pas laisser apparaître un défaut trop grave qu'on pourrait retourner contre toi. Reste quand même maître de ce que tu montres aux autres. Loi numéro 47, sachez vous arrêter. De nos jours, tout va très vite, parce qu'on veut avancer et progresser rapidement. Donc on se fixe sans cesse de nouveaux projets qu'on s'efforce de réaliser sans jamais se dire à un moment donné « Bon, ça y est, j'ai atteint mon but et maintenant il est temps de baisser la cadence ». C'est même le contraire. Plus on réalise des projets, plus ça nous motive à en envisager toujours plus. Ça n'a rien de mauvais en soi et c'est même entre guillemets bon signe car ça nous indique qu'on a atteint le succès. Le seul problème, c'est que ce même succès nous monte à la tête et là, c'est signe de mal-être. C'est précisément à cause de ça que de plus en plus de personnes, qui ont pourtant de bonnes professions, des bonnes situations de revenus, sont en quête de sens. Parce qu'elles épuisent toute leur force dans des projets qui ne les inspirent plus et qu'elles ne se concentrent pas sur l'essentiel. Donc l'idée de cette loi, c'est de savoir dresser le drapeau blanc pour économiser ses forces, c'est de savoir reculer pour mieux sauter. En gros, n'hésite pas à réduire la cadence, surtout après une réussite, parce que tu es encore dans l'euphorie de l'instant. Et ne pousse jamais le bouchon trop loin. Les personnes puissantes savent tenir sur la durée, donc agir dans la précipitation et faire des efforts intenses, ça n'amène à rien. Parce qu'au final, ta réussite, elle va s'analyser à l'échelle de toute une vie. Donc si tu as surperformé au tout début, mais que tu as fini par faire un burn-out à 30 ans et que tu as passé le reste de ta vie à te reconstruire, alors désolé de te le dire, mais tes efforts auront été vains et ta performance lissée sur plusieurs années aura été médiocre. Loi numéro 48, soyez fluide. Cette 48e et dernière loi, elle part de l'idée que tout change, qu'on vit dans un monde évolutif. Donc pour y être adapté, il faut justement savoir s'adapter. On est beaucoup trop à être focus sur nos petites habitudes et sur notre confort au détriment de la réalité du terrain. Certains semblent vouloir une petite vie stable et immobile. Sauf qu'au 21e siècle, si on refuse le changement, on est tout simplement mort. Parce que tout va très vite et on voit bien que chaque décennie, voire même tous les 5 ans, tout est différent. Si tu n'es pas convaincu, replonge-toi mentalement dans les années 2010 et rappelle-toi la façon de parler des gens, les sujets qui faisaient débat à l'époque, les téléphones qu'ils utilisaient et même les vêtements qu'ils portaient.
Même s'il y a des choses qui sont intemporelles, c'est vraiment deux mondes différents, et plus le temps passe, plus ça sera comme ça. L'exemple typique, c'est celui du numérique. On vit dans une époque où tout se fait en ligne ou informatiquement, que ce soit ta déclaration d'impôt, le paiement de tes factures ou encore le stockage de tes documents. Aujourd'hui, les types qui pensent que c'était mieux avant, qui préfèrent le format papier ou qui ne se procurent pas rapidement le matériel le plus adapté sont des marginaux, ou des boomers à la limite. Ça peut être vu comme injuste, mais le monde moderne respecte la loi numéro 17, en ce sens qu'il est imprévisible. Et souviens-toi de ce qu'on a dit avec cette loi, celui qui est imprévisible a le dessus. À moins que tu puisses anticiper ses mouvements et apprendre à mieux le connaître. Voilà, cette série de podcasts qui traite du livre Les 48 lois du pouvoir est maintenant terminée. C'était un petit défi pour moi et j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire, tu likes, tu partages, et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé, c'était ebook, ciao ciao.